Mon père n'a pas demandé, ordonna-t-il. 3 coups secs frappèrent à ma porte, comme des détonations dans une salle d'audience. Quand j'ouvris, Richard Hérault, mon père, l'homme qui m'appelait autrefois sa fierté, se tenait là avec une chemise épaisse, pleine de culpabilité et de chiffres. Il me faut l'argent pour demain, aboya-t-il en me la fourrant dans les mains. 800 000 euros. La dette de Madeleine. Et aucun retard. 800 000 euros. L'erreur de ma sœur. L'ordre de mon père. Mon silence. Je souris juste assez pour le mettre mal à l'aise. D'accord, dis-je. 4 heures plus tard, je faisais rouler une valise dans le terminal silencieux, le claquement de mes talons résonnant comme un verdict. Je ne fuyais pas. Je mettais la scène en place. Quand mon père vint récupérer l'argent le lendemain, il trouva ma porte verrouillée et une seule boîte posée sur le perron. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il m'avait appris. Et tout ce qu'il allait perdre à cause de ça. Il se tenait dans mon salon comme s'il possédait jusqu'à l'air qu'on y respirait. Richard Hérault, mon père, l'homme capable de rétrécir une pièce rien qu'en respirant. Son parfum frappa d'abord. Cher, étouffant, vestige de ses années de réussite. Derrière lui, ma sœur Madeleine restait en retrait, les yeux écarquillés, le visage pâle, jouant le rôle de la fille démunie qu'elle maîtrisait à la perfection depuis longtemps. Olivia, commença mon père en lâchant mon prénom comme un coup de marteau. Tu as bien réussi. Tu as gagné beaucoup d'argent. Il est temps que tu te souviennes pour qui tu l'as gagné. Je croisai les bras. Je ne savais pas que la réussite venait avec un échéancier de remboursement. Il ignora la pique, sortit une chemise et la jeta sur mon plan de travail en marbre. 800 000 euros. Madeleine et Théo les doivent. Tu feras le virement demain avant midi. Point final. Je clignai lentement des yeux. Vous plaisantez? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Sa mâchoire se crispa. Ce sont des gens sérieux. Si elle ne paie pas, ils s'en prendront à elle. Et à moi. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû te porter garant de son prêt, répondis-je d'un ton égal. Son regard aurait pu décaper la peinture. Ne fais pas la maligne avec moi, Liv. La famille passe avant tout. Madeleine fit un pas en avant. Sa voix était douce, tremblante. Une mélodie que je ne supportais plus. S'il te plaît, Liv, on a des enfants. Théo a juste fait une mauvaise affaire. On te remboursera. Je laissai échapper un rire bref, sec, sans joie. Tu as déjà dit ça la dernière fois. Cette fois c'est différent, insista-t-elle en tournant son alliance comme un chapelet. Papa abattit sa paume sur le plan de travail. Ça suffit. Tu vas transférer l'argent. Tu l'as. Tu ne laisserais pas les enfants de ta sœur souffrir, à moins d'avoir oublié ce que signifie être une famille. La famille. Le mot tomba comme du poison. Je les regardais tous les deux. Le père qui transformait la culpabilité en monnaie d'échange. Et la sœur qui la dépensait sans compter. Puis je souris. Une petite courbe des lèvres, discrète, dérangeante. Très bien, dis-je doucement. Demain à midi. Ils poussèrent tous les deux un soupir de soulagement, prenant ma reddition pour de l'obéissance. Madeleine me serra brièvement dans ses bras, un geste répété 1000 fois. Mon père me tapota l'épaule comme s'il venait de conclure un autre marché. Quand la porte se referma derrière eux, le silence dans la maison changea de forme. Il n'était pas vide. Il était vivant. Je m'assis, j'ouvris la chemise et regardai la dette. 800 000 euros. Les reçus de jeu de Théo. Les relevés de boutique de luxe de Madeleine. Et la signature de mon père, tout en bas. Mon sourire s'élargit. Demain à midi, murmurai-je. Parfait. Il y a une photo de famille accrochée dans le bureau de mon père, encadrée d'or, éclairée par un spot qu'il a fait installer lui-même. Sur cette photo, Madeleine sourit comme si elle avait inventé le bonheur. Mon père se tient droit derrière elle. Et moi, je suis sur le côté, légèrement coupé par le cadre. Cette photo dit tout ce qu'il faut savoir sur nous. En grandissant, j'ai compris très tôt que, chez nous, l'amour venait avec des conditions. Madeleine pleurait, et papa réparait tout. Moi, je réussissais, et il me disait de ne pas trop me montrer. Quand maman est morte, il ne s'est pas effondré. Il a simplement redirigé tout son chagrin vers une seule mission, protéger Madeleine, la fragile. Moi, j'étais la forte. La fille responsable. Ce qui voulait surtout dire, celle qu'on peut épuiser sans la casser. J'ai payé les études de Madeleine quand papa n'en avait plus les moyens. J'ai aidé à financer leur mariage quand la jeune entreprise de Théo s'est écroulée. J'ai même acheté leur première maison, même si l'acte était discrètement au nom de ma société, pas au leur. Chaque service rendu ajoutait un nœud de plus.
À une corde que je ne savais pas encore en train de serrer autour de ma propre gorge. Papa disait toujours, la famille d'abord. Mais dans sa langue à lui, ça voulait dire, Madeleine d'abord. Plus je construisais ma propre vie, mon cabinet de conseil, mon appartement avec vue sur le centre-ville, plus il me regardait comme si je le trahissais simplement parce que je tenais debout seul. Mon indépendance était une insulte. Mon respect de moi-même, une rébellion. Alors, quand il a claqué cette chemise sur mon plan de travail hier soir, je n'ai pas vu qu'une dette. J'ai vu un schéma. J'ai vu la façon dont il utilisait l'amour comme levier depuis des années, et celle dont Madeleine avait appris à faire de sa faiblesse une arme. Je me servis un verre d'eau et regardai les lumières de la ville par la fenêtre, me demandant combien d'autres filles étaient devenues le filet de sécurité de leur famille. Combien d'autres femmes comme moi avaient appris à appeler ça le devoir. 800 000 euros. Une sœur qui ne changerait pas. Un père qui ne s'arrêterait pas. Et moi, la fille qui enfin allait le faire. Quand l'horloge sonna minuit, ma décision était prise. La prochaine fois que mon père frapperait à ma porte, il ne trouverait pas sa fille. Il trouverait les conséquences. Au lever du jour, le plan se déployait déjà dans ma tête, comme une mémoire du corps dont j'ignorais l'existence. À force de regarder mon père jouer au pouvoir, j'avais appris une chose, le contrôle n'est pas bruyant. Il est silencieux, calculé, réglé à la minute près. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à 3 comptes, personnel, professionnel et un 3e que j'avais ouvert discrètement sous une autre société. Madeleine et papa pensaient que je n'étais qu'une fille de la finance. Ils n'ont jamais compris que j'avais bâti des empires entiers sur le chaos des autres. Première étape, sécuriser ce qui est à moi. J'ai bloqué le compte commun que papa avait discrètement rattaché à son nom l'an dernier par commodité. La commodité, c'était terminé. Ensuite, j'ai transféré mes fonds personnels vers un nouveau compte privé, coupé de toute entité familiale. Puis j'ai appelé maître Laura Bénard, mon avocate et plus ancienne alliée. Dis-moi que tu le fais enfin, dit-elle, à moitié endormie mais déjà lucide. J'arrête de financer leurs erreurs, répondis-je. Bien. Tu veux que ce soit discret ou spectaculaire? Je souris. Les deux. En moins d'une heure, elle avait exécuté chaque instruction que nous avions préparée des mois plus tôt. À l'époque où je lui avais confié que je songeais à couper les liens. Transfert de propriété. Annulation de procuration. Révocation des droits de signature. Chaque clic était une petite liberté signée en pixels. Puis vint la boîte. Une simple boîte en carton. Le genre qu'on utilise pour déménager ou pour enterrer des fantômes. À l'intérieur, j'ai construit mon message. Une copie de chaque virement à Madeleine et Théo. Des captures de chaque message désespéré de papa. L'acte de propriété de la maison de rêve de Madeleine, à mon nom. Et un seul chèque de banque de 10 000 euros. Par-dessus, j'ai posé une note écrite à la main. Tu disais toujours que la famille passe avant tout, papa. Mais peut-être que la famille devrait d'abord être honnête. Ce que tu trouveras ici n'est pas une vengeance. C'est un reçu. J'ai scellé la boîte avec du ruban transparent. Le bruit claqua dans la pièce silencieuse. Puis j'ai réservé un vol pour la Bretagne. Allez simple. Quand le mail de confirmation s'afficha, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années s'est répandu en moi. Pour une fois, je n'étais pas la solution. J'étais la conséquence. À 9 heures, ma valise était prête. Passeport. Ordinateur portable. Une seule photo de maman et moi au bord du lac. Dans 4 heures, mon père frapperait à cette même porte, exigeant de l'argent. Il ne trouverait que le silence et une boîte à son nom. La ville dormait encore à moitié quand je quittais l'allée. L'aube étalait une lumière orange pâle, celle qui donne l'illusion que tout est propre, même le passé. Ma valise reposait sur le siège passager, vibrant doucement à chaque virage. À l'intérieur, pas d'héritage, pas de trophée, aucun souvenir de ce que j'appelais autrefois chez moi. Juste l'essentiel. Et la liberté, bien fermée. L'aéroport était presque vide. Des hommes d'affaires glissaient comme des ombres, attachés quais à la main. Des parents murmuraient près d'enfants endormis. Personne ne me regardait. Et ça me convenait. J'étais invisible. Quelque chose que ma famille avait toujours fait semblant de ne pas voir. En faisant la queue, je jetai un œil à mon téléphone. 10 appels manqués de papa. 4 de Madeleine. Un message. N'oublie pas qui a fait de toi ce que tu es. J'éteignis l'écran. Pour une fois, je n'avais pas besoin qu'on me rappelle quoi que ce soit. Le contrôle de sécurité fut rapide. L'agent me sourit. Destination? La Bretagne. Recommencer. Il hocha la tête, comme s'il avait déjà entendu ça.
Peut-être que c'était le cas. À la porte d'embarquement, je commandai un café plus fort que ma conscience et regardai le soleil se lever à travers les vitres. La dernière fois que j'avais pris l'avion, c'était pour le mariage de Madeleine. Un week-end de sourires construit sur des découvertes et du déni. Cette fois, je volais vers le silence. Quand l'embarquement fut annoncé, je ne me retournai pas. Je ne voulais pas voir si quelqu'un courait en criant mon nom. Par le hublot, le monde se replia sous moi. Les maisons. Les routes. Le poids des attentes. Je pensais à mon père, debout dans mon salon quelques heures plus tard, sûr de lui, impatient, prêt à encaisser. Il frapperait. Il crierait. Puis il verrait la boîte. J'imaginais sa main trembler en l'ouvrant. Son souffle coupé quand il comprendrait que l'histoire avait changé. Et que, pour une fois, il n'en était plus l'auteur. Quand l'avion traversa les nuages, je laissai échapper un long souffle que je retenais depuis des années. Plus de culpabilité. Plus de sauvetage. Juste le ciel. À 12h30 précise, la caméra de ma sonnette s'activa. Je regardai les images plus tard, assise sur le perron d'une maison louée en Bretagne, un café tremblant entre les mains. Il était là. Mon père, Richard Hérault, sur mon seuil comme un homme né pour posséder chaque centimètre qu'il foule. Sa cravate était parfaite. Son expression, non. Il était en colère. Les hommes en colère ne frappent pas. Ils s'imposent. Olivia, aboya-t-il en martelant la porte. Ouvre. On avait un accord. Madeleine restait derrière lui, serrant son sac de luxe comme s'il pouvait la protéger de la réalité. Peut-être qu'elle est sortie. Murmura-t-elle. Mais même sa voix manquait de conviction. Puis papa vit la boîte. Une boîte brune banale, avec son nom écrit au marqueur noir. Il fronça les sourcils et se pencha pour l'ouvrir, comme si la curiosité pouvait encore être son allié. Le ruban céda. Les rabats s'ouvrirent. Silence. Puis le froissement du papier. Il se figea. C'est quoi ce bordel? Madeleine se pencha, perdue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des documents. Marmonna-t-il en tournant les pages. Son souffle se bloqua dès la première ligne. Transfert d'hypothèque, résidence Hérault, société O'Klein. Olivia Hérault, propriétaire. Il parcourut plus vite. Date. Paiement. Signature. Même sa propre autorisation falsifiée pour une ligne de crédit ouverte à mon nom. Chaque ligne arrachait une couche de son orgueil. Olivia. Il prononça mon nom comme une malédiction. Comme s'il mordait. Puis il trouva la clé USB. Il la leva, perplexe, la brancha dans la petite enceinte que j'avais laissée sur le perron. Ma voix remplit l'air. Papa, tu m'as appris que la famille passe avant tout. Tu ne m'as juste jamais appris à survivre quand j'étais la seule à y croire. Ce qu'il y a dans cette boîte n'est pas une vengeance. C'est la vérité. Et la vérité laisse des traces. Madeleine eut un souffle coupé. Elle nous a enregistrés. Il ne répondit pas. Il fixait la photo que j'avais posée au-dessus. La photo. Nous deux au bord du lac, avant que tout ne devienne des transactions. Ses doigts tremblaient. Puis il trouva le mot. Mon écriture, nette, calme. Si tu m'as un jour aimé pour ce que je suis et pas pour ce que je peux réparer, alors arrête de frapper à ma porte et commence à te regarder dans un miroir. Pour la première fois de ma vie, je le vis se briser. Pas crier. Pas menacer. Pas faire la morale. Se briser. Ses épaules s'affaissèrent. La boîte tomba de ses mains. Madeleine se mit à pleurer. Pas pour moi. Pour elle-même. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne répondit pas. Il murmura seulement. On l'a perdu. Puis il se détourna, descendit de mon perron, et laissa la boîte derrière lui. Au même instant, à plus de 2000 kilomètres de là, j'étais assise près de la fenêtre d'un petit café tranquille, regardant la marée monter. Et je murmurai en retour. Non. Vous avez perdu le contrôle. Le lendemain matin, le silence explosa. Mon nouveau numéro, nouvelle carte SIM, vibrait sans cesse avec les messages de maître Laura Bénard. Cours. Clinique. Chirurgicaux. Audit d'urgence voté chez Hérault Fourniture. Tu avais raison sur les fonds manquants. Madeleine a appelé. A hurlé à la trahison, puis a demandé si tu paierais encore son loyer. Carte professionnelle de ton père bloquée. Il est furieux. Je posai le téléphone. Et laissai le bruit des vagues remplir les endroits où la famille vivait autrefois. À Toulouse, tout commença à s'effondrer. Les associés de mon père exigeaient des réponses. La vie parfaite de Madeleine se fissurait sous le poids des regards.
Des captures de ces réseaux circulaient, vacances, sacs de luxe, accompagnés de hashtags sur ses difficultés financières. Les commentaires devinrent vite venimeux. Difficile, la vie, en talons de créateur. Théo disparut le premier. Un voyage d'affaires à Las Vegas que personne ne crut. Puis les créanciers arrivèrent. Des hommes polis, presque trop calmes. Qui frappaient doucement. Et parlaient encore plus doucement. Madeleine tenta d'appeler papa. Il ne répondit pas. La fierté et la panique partageaient désormais le même espace en lui. À 22 heures, Laura appela. « Tu as fait ce qu'il fallait, mais il est en train de s'effondrer, Liv. »« Je sais, répondis-je doucement. Il le doit. » Plus tard dans la nuit, une vidéo arriva. Une voisine, Madame Moral, avait envoyé les images de sa caméra. Madeleine était sur mon perron. Encore. Sous la lumière jaune, son maquillage coulait, son mascara transformé en aveu. Elle tenait la boîte, criant mon nom comme si ça pouvait remonter le temps. « Liv, on est une famille. Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Sa voix se brisa. Puis devint petite. Fragile. « S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. » Je refermai l'ordinateur. Sa voix resta plus longtemps en moi que je ne voulais l'admettre. Mais je ne pleurai pas. Pas cette fois. Parce que c'est ça, la partie que personne ne t'apprend. Quand tu arrêtes de sauver les autres, tu dois les regarder apprendre, à nager ou à couler. 2 jours plus tard, un nouveau message de Laura. Ton père a démissionné de Héros Fourniture. Le conseil le remplace par le directeur adjoint. Sortie propre. Je relus 2 fois. Le soulagement arrive parfois étrangement. Discret. Fragile. Mais réel. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir de mon père ne s'étendait plus à mon compte en banque, à ma conscience, ni à mon cœur. Je n'étais plus la bonne fille. J'étais la femme qui avait enfin accepté d'être incomprise. 1 semaine plus tard, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer, puis quelque chose en moi murmura son nom. Olivia. La voix de mon père. Plus basse. Dépouillée de son autorité. Il faut qu'on parle. Je marquai une pause. Pourquoi? Parce que je comprends enfin ce que tu as fait. L'air dans la pièce devint immobile. Tu parles de la boîte? Je parle de tout. Il expira, tremblant. Tu m'as humilié, Liv. Mais tu avais raison aussi. Un long silence. Dehors, le vent secouait la fenêtre, comme s'il voulait écouter. Je ne peux pas réparer ça, continua-t-il. Madeleine est furieuse. L'entreprise est perdue. Mais pour la première fois, je vois clair. Je fermai les yeux. Tu n'as jamais été le problème. C'était moi. Je m'adossai au mur. L'homme qui parlait n'était plus celui qui donnait des ordres comme à une employée. Il sonnait humain. Papa, dis-je prudemment. Je ne voulais pas te détruire. Je sais. Tu voulais me réveiller. Considère que je suis réveillée. Sa voix se brisa. Tu sais ce que Madeleine m'a dit hier? Elle m'a demandé qui allait la sauver maintenant. Et tu lui as répondu quoi? Demandai-je doucement. Un rire vide. Que cette fois, elle allait devoir apprendre ce que ça fait de se sauver elle-même. Je ne répondis pas tout de suite. Mon cœur se serra. Pas de culpabilité. De la reconnaissance. Peut-être que c'était ça à guérir. 2 personnes qui parlent enfin, sans le poids de l'argent entre elles. Ce jour-là, j'ai vu ta mère en toi, dit-il finalement. Quand tu m'as souri en disant d'accord, ce calme, c'était le sien. Une boule monta dans ma gorge. Maman n'aurait jamais laissé ça aller aussi loin. Non, admis-il. Mais elle aurait été fière que tu fasses ce que moi, je n'ai jamais su faire, partir. Le silence s'étira. Doux mais lourd. Et maintenant? Demandai-je. Je ne sais pas, répondit-il. Peut-être qu'on commence par être honnête. Peut-être que j'arrête de confondre contrôle et amour. Je voulais rester en colère. Mais la vérité ouvrit quelque chose en moi. Pour la première fois, j'entendais du regret dans sa voix. Pas de manipulation. Pas de culpabilité imposée. Du remords. Réel. Je vais rester en Bretagne quelque temps, dis-je. Essayer de me souvenir de qui j'étais avant tout ça. Il eut un léger rire. Alors peut-être qu'un jour, quand tu seras prête, je viendrai. Sans dossier. Sans exigence. Apporte du café, répondis-je doucement. Pas des dettes, ajouta-t-il avec un rire fatigué. Marché conclu. Quand l'appel prit fin, je restai à regarder l'océan par la fenêtre. Le vent portait une odeur de sel et de recommencement. Pendant des années, j'ai cru que la liberté signifiait fuir. Mais peut-être que c'était plus simple que ça.
Une conversation sans contrôle. 3 mois plus tard, j'avais trouvé la paix dans les plus petites choses. L'odeur du café avant l'aube. Le cri des mouettes devant ma fenêtre. Le silence, qui n'était plus une punition. La Bretagne avait cette façon de nettoyer les gens sans leur demander la permission. J'avais commencé à animer des ateliers d'éducation financière dans le centre social du coin. 10 femmes au début. Toutes avec leur propre version de mon histoire. La mère qui prête toujours. La sœur qui pardonne toujours. La fille qui paie toujours. Quand je parlais de limites et de valeurs personnelles, je ne donnais pas une leçon. Je faisais un aveu. Madeleine appela un soir. Pas de larmes cette fois. Juste de la fatigue. Papa va mieux, dit-elle doucement. Il a rejoint un groupe de responsabilisation, je crois. C'est bien, répondis-je. Et moi? Elle hésita. J'ai trouvé un travail dans un magasin de meubles. Un vrai. Pas en ligne. Je souris. Tu es fière de toi? J'essaie de l'être, murmura-t-elle. Je ne pensais pas que recommencer serait aussi calme. C'est normal, dis-je. Le calme, ça veut dire que tu as arrêté de fuir. Puis elle dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Merci Liv de ne pas m'avoir sauvée. Quand l'appel se termina, je pleurais. Pas de douleur. Mais ce soulagement étrange de enfin lâcher prise. Quelques semaines plus tard, mon père envoya une simple carte postale. Un ponton de pêche. De l'eau bleue. Son écriture, petite, irrégulière. Tu avais raison. Je t'ai tout appris sur les affaires et rien sur l'amour. J'apprends. Je suis fière de toi. Papa. Je l'ai accroché au-dessus de mon bureau. Ce soir-là, je marchais jusqu'au rivage. Le vent était froid, mais indulgent. Je repensais à tout. La boîte. Le départ. La chute. Et ces conversations qui avaient plus réparé qu'elles n'avaient brisé. Pour la première fois, je n'attendais plus que quelqu'un frappe à ma porte. Parce que cette fois, la seule chose sur mon perron, c'était le bruit de la mer. Et une liberté qui n'a pas besoin de pardon pour exister. Like that. Just relax. I'm gonna cover your eyes, okay? Gonna cover your eyes like that.
Just relax. It's time for me to hit the hay. Good night. I hope you enjoy. Sweet dreams. Bye-bye. You. I want to show you my big red button. You see this button right here? Right here. This is my brain melter button. One press and your brain turns to goo. Literally, it will feel like you are frozen in time, perhaps even hypnotized. I'll show you my brain melter. Ready? 1, 2, 3. Doesn't that just instantly make your brain go quiet? Quiet. Quiet. Quiet.
This is also really good for when you have a headache. Come back to this video if you have a headache. I promise it'll help.